dès que j'ai vu l'enveloppe sur le bureau, j'ai su que la façon dont les lèvres de Camilla se pinçaient, ses yeux fixés sur l'écran, effaçaient tout le reste. Je suis resté planté là, comme une pensée après coup, 15 ans de loyauté condensée dans une enveloppe scellée qui aurait tout aussi bien pu être une bombe. Je n'ai pas tendu la main. J'ai attendu qu'elle parle pour me donner une chance de me racheter, mais elle ne l'a pas fait. Sa voix était tranchante comme un coup d'acier froid. Entreprise immédiate, a-t-elle dit, sans même lever les yeux de son écran. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je n'en ai rien laissé paraître. Vous avez été réaffecté au poste d'assistante de liaison, a-t-elle poursuivi. Chaque syllabe était un coup de poing dans le ventre. Mes poings se sont serrés. Assistante de liaison. Comme une blague. Le titre de cadre que j'avais gagné avait disparu, remplacé par un poste qui me convenait dans un back-office. Mon pouls battait fort dans mes oreilles, mais je refusais de broncher. Elle ne s'est pas arrêtée là. Votre rémunération a été ajustée en conséquence. Elle ajouta, la voix neutre comme si elle lisait un bulletin météo, 55% de réduction, pas de poignée de main, pas d'avertissement. Mes genoux étaient flasques. J'avais donné 15 ans à cette entreprise. Des nuits blanches, des matins matinaux, des week-ends, passés à rédiger des contrats, à constituer des équipes, à gérer des crises qui auraient coulé des entreprises moins performantes. Je m'étais battu pour elle quand personne d'autre ne croyait qu'elle pouvait diriger, et maintenant elle me prenait comme un programme obsolète. Je promeus quelqu'un avec un instinct de leadership plus fort. Elle continua sur un ton glacial. Bryce Caldwell, le nom flottait dans l'air comme du poison. J'avais vu la façon dont elle le regardait, comment elle se penchait un peu trop près, comment son sourire finissait toujours par se frayer un chemin jusqu'à ses lèvres. Bryce, le joli garçon au sourire parfaitement répété et sans cicatrice pour montrer qu'il s'était battu pour quoi que ce soit. Je me mordis l'intérieur de la joue, sentis le goût cuivré du sang, mais je restai silencieuse. Elle m'a enfin regardé, ses yeux froids et amusés, comme si elle me mettait au défi de craquer. « Tu peux partir si tu ne peux pas l'accepter », a-t-elle dit, le menton haut, comme si elle m'offrait une bouée de sauvetage. Mon cœur s'est emballé. Par après tout ce que j'ai construit. Après chaque nuit blanche et chaque client que j'ai convaincu de nous faire confiance, l'humiliation m'a parcouru l'échine, mais j'ai lutté. J'avais envie de crier, de lui jeter cette enveloppe au visage, de lui rappeler que sans moi, elle se battrait encore pour des miettes. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai souri. J'ai laissé le coin de ma bouche se dessiner un sourire expert qui ressemblait à une armure. Je n'ai rien dit parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. J'avais rédigé la clause 47B. C'était mon canot de sauvetage, ce que j'avais conçu dans une chambre d'hôtel tranquille à Berlin, pendant que Camilla était trop occupée à charmer les investisseurs pour le remarquer. J'avais rédigé une clause que personne ne pouvait toucher, une clause qui disait « La supervision opérationnelle reste sous la responsabilité de Marcus Vance. » Toute réaffectation annule le contrat? Elle ne l'avait pas lu, elle n'y avait même pas pensé. Et Bryce? Il était trop occupé à sourire en coin dans les salles de réunion pour comprendre les petits caractères qui pourraient mettre le feu à toute la maison. J'ai pris l'enveloppe, elle était pesée, lourde dans ma paume, comme un clou de cercueil. J'ai croisé son regard, fixe, calme. « Merci », ai-je dit d'une voix douce comme de la soie. Elle a cligné des yeux, surprise. Elle s'attendait à ce que je la supplie, que je pleure, que je crie, mais j'avais déjà gagné. Elle m'a sous-estimé. J'ai tourné les talons. Le bureau était soudain trop petit, trop petit. Que allait-il arriver? Chaque étape ressemblait à un compte à rebours. La réceptionniste n'a pas croisé mon regard. Les stagiaires à la photocopieuse évitaient ils me regardaient comme un fantôme, ou pire, un raté. Mais ils l'ignoraient. Aucun d'eux ne le savait, car s'ils avaient pris mon titre, ils avaient oublié qui avait écrit les fondations sous leurs pieds. Mon élan s'est stabilisé, mon esprit s'est éclairci. La clause 47B était plus qu'une simple ligne de contrat. C'était une promesse que je m'étais faite le soir où j'avais vu Camilla sourire à Bryce au dîner. C'était la ligne qui les ferait tomber. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et j'y suis entré. Le bourdonnement des machines, étouffant la rage. Je l'ai laissé s'estomper, j'ai laissé le ressentiment s'éteindre entre les étages, car la prochaine fois que je rencontrerai Camilla Vance, PDG de Holston Aérodine, elle se souviendrait de qui elle avait sous-estimé. J'ai fermé les yeux un instant, imaginant la salle de réunion qui n'était plus la mienne, le bureau que je m'étais taillé à la sueur de mon front. Qu'elle le prenne.
Qu'elle porte mon nom si elle le voulait, car le véritable pouvoir n'était pas dans le bureau d'angle, mais dans les griffes qu'elle avait négligées. L'arme qu'elle m'avait donnée sans le savoir, et quand viendrait le moment de la manier, je serais prête. L'ascenseur sonna. Je sortis l'enveloppe, encore chaude dans ma main, le sourire inébranlable. Ils pensaient m'avoir rétrogradé. Ils venaient de me donner une place au premier rang. À leur propre destruction, ils me donnèrent une boîte en carton étiquetée « Effet personnel de Marcus Vance », comme si c'était tout ce que j'avais représenté en 15 ans, une boîte pour transporter ma carrière. Je la tenais comme une bouée de sauvetage, les bords du carton bon marché fléchissant déjà sous le poids de mon passé. Ma plaque signalétique avait déjà été arrachée de la porte de la direction. Pas de cérémonie, pas d'adieu. Les lettres de cuivre qui brillaient sous mes doigts depuis une décennie étaient probablement dans une benne quelque part, avec le respect que j'avais gagné. J'ai balancé la boîte sur ma hanche en entrant dans l'ascenseur. Personne ne croisa mon regard, pas même la réceptionniste, qui m'accueillait avec ce sourire d'entraînement chaque matin. Elle détourna le regard en rectifiant les papiers qui n'en avaient pas besoin. Les portes de l'ascenseur se sont fermées et j'ai croisé mon reflet dans le costume froissé en acier inoxydable. J'étais un peu trop fatigué. J'ai redressé ma cravate par habitude, mais c'était comme une armure pour une bataille déjà perdue. Les portes se sont ouvertes au rez-de-chaussée et j'ai pénétré dans un hall qui me semblait autrefois être mon royaume. Maintenant, il ressemblait à un couloir de jugement. Les gens que j'avais embauchés, même protégés des licenciements et des coupes budgétaires, refusaient de croiser mon regard. Je ne les blâmais pas. C'est comme ça que fonctionne l'entreprise. Souriez quand vous gagnez, disparaissez quand vous perdez. J'ai laissé le silence s'installer sur moi comme une pluie froide. C'était plus facile que d'affronter la vérité, aucun d'eux ne s'en souciait vraiment. Je me suis dirigé vers mon nouvel espace de travail, un box d'angle derrière une photocopieuse qui vibrait comme un animal mourant à chaque fois qu'elle crachait une page. Le bureau était collant à cause du vieux ruban adhésif et quelqu'un avait laissé une tasse de café à moitié vide avec une tache de rouge à lèvres sur le bord. J'ai posé ma boîte sur le bureau, ressentant chaque kilomètre. J'ai voyagé chaque heure. J'avais passé du temps à perfectionner des contrats. La nuit. J'avais tout abandonné pour renforcer cette entreprise. 15 ans plus tard, j'étais derrière ce satané photocopieur. J'ai ressorti mon ancien nom, Marcus Vance, vice-président de la stratégie mondiale, et je l'ai contemplé comme une relique d'une autre vie. J'avais bâti ce titre de toutes pièces, à l'époque où Alstom était un équipementier de taille moyenne, harcelant les géants. J'avais négocié des accords qui nous avaient propulsés sur le marché, concrétisé le contrat Uravaget, un accord qui avait le potentiel de remodeler toute l'industrie. Et maintenant, cet accord était remis à Bryce Caldwell comme un cadeau d'anniversaire. Ce même Bryce qui m'avait dit un jour qu'il ne pouvait pas supporter un vol de nuit parce qu'il avait besoin de sommeil réparateur. Ce même Bryce qui n'avait jamais investi suffisamment d'efforts pour comprendre les cadres réglementaires, les relations avec les fournisseurs, le fragile réseau de confiance que j'avais tissé avec des partenaires sur 3 continents. Mon téléphone a vibré, une notification du système RH interne. Je l'ai ouvert, le pouce légèrement tremblant. Bienvenue dans votre nouveau mon rôle était indiqué, assistant de liaison, sous la responsabilité du vice-président Bryce Caldwell. Son nom était là, comme une insulte, une tache noire sur chacun de mes accomplissements. J'ai fait défiler la page et j'ai vu mes informations de rémunération réduites à néant, une fraction de ce que j'avais gagné. La semaine dernière, la colère est montée lentement, me montant des entrailles comme de la bile. Mais je l'ai refoulée, car je ne pouvais pas me permettre de gaspiller cette énergie. Je devais rester concentré. Je devais me souvenir de ce qu'ils avaient oublié, car, au milieu de toutes les humiliations, pas de plaque signalétique, pas de poignée de main, aucun respect, il y avait une chose qu'ils avaient oubliée, la clause 47B, page 114 du contrat de l'avion Urava. Je l'avais plantée là comme une mine antipersonnelle, une garantie pour ma propre santé mentale. La supervision opérationnelle restait sous la responsabilité de Marcus Vance. Toute réaffectation sans mon consentement annulerait le contrat. Il l'avait raté. Tous les avocats de l'équipe Alstom, tous les responsables de la conformité, même Camilla elle-même. Elle était tellement occupée à comploter ma chute, tellement occupée à se pencher sur moi. Dans le sourire parfait de Bryce, je me suis rendu compte qu'elle n'avait même pas pris la peine de lire le contrat qui avait rendu possible l'avenir de cette entreprise. Je pouvais presque revoir le visage de Beringer, sa signature méticuleuse sur la ligne pointillée, la façon dont il m'avait tapoté l'épaule dans ce café parisien en disant « Marcus, je te fais confiance,
pas toi Holston. Je m'étais battu pour cette clause, sachant qu'un jour il pourrait essayer de me mettre dehors. Et maintenant, elle était là, mon arme secrète, le levier qui pouvait faire capoter tout le contrat du jet Urava. J'ai sorti le dossier de ma boîte, passant mes doigts sur les bords usés. J'avais lu ce contrat tant de fois. Les pages semblaient être de vieux amis. J'ai trouvé la page 114. Mes notes griffonnées dans les marges de cette nuit dans le hall de l'hôtel, les heures passées seules pendant que Camilla léchait les investisseurs et que Bryce charmait les journalistes. La clause 47B était claire, pas de transfert de supervision sans mon approbation. Pas de contrat sans ma présence opérationnelle. Je me suis adossé au dossier de la chaise poisseuse, un sourire naissant lentement sur mon visage. Il pensait m'avoir enterré derrière la photocopieuse, mais il m'avait tendu l'allumette qui pouvait les réduire en cendres. La photocopieuse, mot à mot derrière moi, crachant des rapports que personne ne lirait. J'ai regardé les pages atterrir dans le bac comme des victimes. Mon nom n'y figurait nulle part. Mais ce n'était pas grave, car une fois la poussière retombée, c'est mon nom qui compterait. J'ai posé le dossier UAVA sur le bureau, les doigts posés sur le papier à en-tête Holston Aérodine, sentant le poids de chaque signature qui n'avait pas vu le piège que j'avais tendu. Il voulait ma disparition des couloirs que j'avais contribué à construire. Mais ils avaient oublié qui leur avait appris à se battre. Ils avaient oublié qui avait écrit le manuel. J'ai refermé le dossier, l'ai remis soigneusement dans la boîte et me suis adossé au dossier. Qu'il célèbre Bryce. Que Camilla lui tienne la main et sourie aux caméras, parce que je n'étais pas parti. J'attendais et il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Tout le monde célébrait l'affaire Urava comme si c'était la victoire personnelle de Bryce. J'observais depuis mon box, derrière la photocopieuse, mon poste d'observation privilégié sur le cirque que j'avais autrefois dirigé. Les écrans de l'étage exécutif brillaient de la conférence de presse. Camilla était à l'estrade, les cheveux impeccables, la voix polie, comme si elle avait orchestré chaque détail elle-même. Bryce se tenait à côté d'elle, un large sourire aux lèvres, et répétait une main dans le bas de son dos comme s'il avait toujours été là. Les journalistes lui lançaient des questions comme des confettis, « Qu'est-ce qui a fait votre succès? Comment avez-vous réussi à décrocher le plus gros contrat de l'histoire de Holston ?» Il répondait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais raté un vol, jamais attendu 6 heures pour une correspondance, jamais assis dans une salle de conférence exiguë à Munich, à convaincre des ingénieurs méfiants que Holston Aérodine méritait leur confiance. J'avais été présent à chaque étape, prenant des vols de nuit, réécrivant des cadres juridictionnels, et même passant une nuit blanche à rédiger la terminologie allemande en matière de responsabilité. Lorsque leur conseil municipal a piqué une crise à propos des implications fiscales, Bryce n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Mais il était là, baigné par la lumière des caméras, la main de Camilla sur son épaule, les gros titres le qualifiant de leader visionnaire à l'origine de l'accord. Je le regardais à l'écran en sirotant un café brûlé à la cafétéria, chaque mot qu'il prononçait me tordant le cœur comme un couteau dans les tripes. Il aurait été facile de se lever, de prendre d'assaut la salle de conférence et de les traiter de harceleurs, mais je ne l'ai pas fait. J'étais assis là, les mains jointes, le dossier du contrat fermé, mais suffisamment prêt pour sentir sa présence comme une arme chargée, car je savais ce qu'aucun d'eux ne savait. Page 114, clause 47B. Le texte était clair, la seule ligne qu'aucun coup de pub ne pouvait effacer, la supervision opérationnelle restera sous la responsabilité de Marcus Vance. Toute réaffectation ou substitution de direction annule l'accord. J'avais rédigé cette clause moi-même, penché sur un bureau bon marché dans un hôtel parisien, tandis que Beringer, le PDG de Urava, dictait ses attentes dans un anglais approximatif. Il m'a regardé droit dans les yeux par-dessus une assiette de croissant tiède et m'a dit, « Marcus, je veux l'homme qui a construit ça, pas une marque. » Ça m'a marqué. J'avais insisté sur cette clause parce que je savais comment fonctionnait la politique d'entreprise, comment il vous ouvrirait le dos à la seconde où il pensait pouvoir en tirer profit. Et voilà, nous y étions. Les caméras tournaient, Camilla rayonnait, Bryce affichait un sourire narquois, et aucun d'eux ne savait qu'il tenait une bombe à retardement. Je me suis adossé à mon fauteuil, les yeux rivés sur l'écran, les regardant faire semblant d'être des conquérants. Le bureau autour de moi bourdonnait d'un enthousiasme forcé. Les emails, les messages volants, les mémos envoyés par les conférences téléphoniques s'empilaient comme des gobelets en plastique bon marché. Chaque fois que quelqu'un passait, ils évitaient le contact visuel ou, pire, m'adressaient ce sourire compatissant qui signifiait « Bonne chance la prochaine fois, mon pote ». Mais ils ne connaissaient pas le jeu. Ils ne comprenaient pas que,
pendant qu'il réécrivait le récit, j'avais déjà écrit la fin. Le dossier des contrats semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme s'il portait chaque nuit blanche, chaque kilomètre parcouru. J'avais volé tous les combats gagnés pour amener Holston Aérodyn à la table des négociations avec Urava. J'avais bâti cet accord à partir d'une rumeur, traquant chaque piste jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. Quand Camilla était trop occupée à soigner son image, c'était moi qui prenais les décisions difficiles, discutant avec l'équipe juridique de Beringer, les persuadant que nous n'étions pas un simple entrepreneur en quête de salaire. J'avais appris suffisamment d'allemand pour gérer les contrats moi-même, suffisamment de français pour nous sortir d'un désastre réglementaire à Paris. Chaque œil pointé, chaque thé croisé, je les avais passés en revue. J'avais tout donné à Holston, et maintenant ils avaient tout donné à Bryce comme si c'était son droit de naissance. Mon téléphone a craqué ou une notification push de l'application Holston, félicitations au vice-président Bryce Caldwell pour son leadership exceptionnel sur l'affaire Uravaget. Je fixais l'écran, la bile me montant à la gorge. J'ai forcé un sourire même si personne ne regardait, car je savais qu'il n'avait pas lu la page 114, il ne l'avait même pas parcourue. Il me faisait confiance pour le faire signer et je l'avais fait à mes conditions. J'ai laissé l'écran s'éteindre, mon reflet s'estompant dans la vitre, et l'espace d'un instant, j'ai vu l'homme que j'avais été, le combattant, le stratège, le bâtisseur. Il me manquait, mais il n'était pas parti. Il attendait. J'ai pris le dossier du contrat, passant mes doigts sur la couverture comme un prêtre tenant une Bible. La clause 47B n'était pas qu'une clause, c'était la clé de tout. Sans ma surveillance, l'accord ne valait rien, une maison construite sur du sable. Je l'avais rédigé avec Beringer à mes côtés, tous deux épuisés mais déterminés. Je le lui avais expliqué en termes simples, s'ils me mettent sur la touche, tu peux partir, pas de pénalité. Il a ri et a signé parce qu'il me faisait confiance, pas Hall, pas Camilla, pas Bryce moi, et cette confiance était la vraie monnaie dans ce jeu. Je me suis levé, la chaise grinçant sous moi, et j'ai jeté un coup d'œil autour du bureau. Le bourdonnement des imprimantes, le bourdonnement des conférences téléphoniques, l'écho des rires dans le couloir, tout cela ressemblait à un bruit de fond par rapport à l'événement principal que j'avais orchestré. Ils penseraient qu'ils avaient gagné. Ils penseraient que je n'étais qu'une victime de la machine de l'entreprise. Mais quand le moment serait venu, et il viendrait, et que je leur rappellerais qui avait écrit les règles, j'ai pris le dossier sous mon bras et me suis dirigé vers la photocopieuse. Chaque pas était un battement du compte à rebours. Ils avaient volé mon titre. Ils avaient étalé ma victoire comme si c'était la leur. Mais ils avaient oublié qui en était l'architecte. Et je m'assurerais qu'ils se souviennent de la page 114, clause 47B. Le piège qu'ils m'avaient tendu était le même que celui que je leur avais tendu. Et lorsqu'il se refermerait, ce serait mon nom à la une des journaux. Ni celui de Bryce, ni celui de Camille, le mien. Je me suis présenté au travail tôt le lendemain matin, bien avant que les premiers faux sourires ou l'odeur de café brûlé n'atteignent l'étage de la direction. Le bureau semblait vide, creux comme une coquille, attendant que le spectacle commence. Mon box, caché derrière le photocopieur cliquetant, était une boîte d'air vicié et de lumière fluorescente. Mais j'en ai fait ma salle de guerre. J'ai rentré ma chemise, ajusté ma cravate et me suis assis avec le sang-froid d'un homme qui a déjà gagné la bataille. Avant le premier coup de feu, il s'attendait à de la rage ou à de la résignation. Il s'attendait à un homme au bord des larmes, emballant ses derniers pas de dignité et sortant en traînant les pieds. Mais je leur ai offert des cadeaux, une présence silencieuse et immobile qu'ils ne pouvaient ni définir ni ignorer. J'étais l'homme qui avait construit le pont qu'ils traversaient maintenant en dansant comme si c'était leur propre parade. Camilla est passée devant mon box à 8h03 précise. Le claquement de ses talons, un rythme que j'avais mémorisé au fil des années à la voir se glisser dans les salles de réunion comme si l'air lui appartenait. Elle ne m'a même pas jeté un coup d'œil. Son regard était fixé droit devant, comme si la photocopieuse et moi n'étions qu'un meuble bon marché. Je l'ai regardé marcher, cheveux au menton, impeccable, chaque pas, répété pour un public qui ignorait qu'elle avait déjà perdu. Bryce l'a suivi à 8h06. C'est pas un peu trop rapide, trop impatient. Il avait adopté ce sourire, celui qui disait qu'il était l'avenir. Il ne m'a pas accordé un regard non plus. Mais j'ai vu la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux se perdaient dans les coins, comme s'il attendait des applaudissements qui ne sont jamais venus. Je n'ai pas bronché, je ne l'ai pas salué, car le temps des politesses était révolu. J'ai allumé mon ordinateur portable, l'écran illuminant mon visage comme un phare. Les courriels déferlaient, notes internes, mots de félicitations à Bryce,
invitations à des réunions où on m'avait oublié. Je cliquais sur chacun d'eux, les parcourant à la recherche d'informations utiles. Mon téléphone vibrait, me rappelant des réunions auxquelles je n'étais pas invité. Mais enfoui sous les décombres se trouvait le véritable trésor, des séries de calendriers d'approvisionnement, des échéanciers de projets d'ingénierie, d'anciens contacts qui m'avaient donné bien plus que leur carte de visite. C'étaient ces personnes qui avaient permis à Holston de survivre lorsque les chiffres chutaient et que le marché se contractait. J'avais noué des relations que Camilla et Bryce ne comprenaient pas, car ils n'avaient jamais été ceux qui avaient décroché le téléphone à 2 heures du matin, ni ceux qui avaient dissuadé un ingénieur de faire faillite parce qu'une cargaison était bloquée à la douane. Moi, si, et ces relations étaient miennes, même si Holston pensait les avoir achetées avec mon titre. J'ai commencé à envoyer des courriels, des messages discrets, des appels depuis mon téléphone personnel, les responsables des achats à Berlin, les ingénieurs à Toulouse, et même l'analyste juridique de ce cabinet concurrent que j'avais aidé à remporter un brevet en échange d'une faveur discrète. Ils se souvenaient de moi. Ils se souvenaient de celui qui les avait sauvés d'un litige contractuel ou d'un cauchemar logistique. Et quand j'expliquais, sans amertume, sans accusation, que j'étais toujours là, que je tenais toujours à l'intégrité de l'accord que nous avions conclu ensemble, ils m'écoutaient. Je ne cherchais pas la sympathie, je repérais les faiblesses. Camilla pensait m'avoir exilé derrière une photocopieuse, mais elle ne comprenait pas que l'influence ne vivait pas dans les bureaux d'angle. Elle vivait dans la confiance, dans les poignées de main inoubliables, dans les appels nocturnes qui rappelaient aux gens qu'ils n'étaient pas seuls. Un par un, ils me racontaient des choses, des détails suffisants pour esquisser les grandes lignes d'un plan, un retard dans une livraison clé en provenance de Pologne. Un fournisseur en Espagne qui ne faisait pas confiance à la signature de Bryce. Un ingénieur en France refusait de valider une mise à niveau de système sans mon avis final. Il n'avait pas lu la clause 47B, mais il ressentait son poids à chaque hésitation. Chaque signature laissée en blanc. Mes doigts s'agitaient sur le clavier, rédigeant des notes, croisant des rapports. Chaque détail s'emboîtait comme un puzzle dont Camilla et Bryce ignoraient totalement l'incomplétude. Vers 10 heures, un message d'un responsable de la conformité est arrivé dans ma boîte mail, besoin de votre avis sur les calendriers de livraison révisés. Je ne suis pas sûr que Bryce comprenne bien la séquence. J'ai failli rire. Bien sûr que non. Il n'avait jamais été sur le terrain, n'avait jamais traversé l'enfer bureaucratique de la logistique internationale, n'avait jamais ressenti la panique d'un contrat en rupture. Il était trop occupé à peaufiner son sourire et Camilla à l'utiliser pour se soucier des détails qui maintenaient le rythme. J'ai répondu, poli mais ferme, heureux de pouvoir apporter des éclaircissements. Veuillez me transmettre toutes vos questions concernant la supervision opérationnelle, conformément aux accords existants. Je n'ai pas mentionné la clause 47B, mais son poids pesait sur chaque ligne. J'ai appuyé sur « Envoyer » et me suis adossé, le sourire illuminant mon visage comme une eau blanche. Il pensait m'avoir enterré derrière une photocopieuse, mais j'étais toujours l'architecte de cette affaire, l'homme en qui Beringer avait fait confiance, l'homme vers qui les ingénieurs se tournaient pour trouver des solutions lorsque le système était tombé en panne. Et quand viendrait le moment de rappeler à Camilla et Bryce qui détenaient les clés, je le ferais, non pas en criant ou en menaçant, mais avec une signature et une clause. Ils n'avaient même pas pris la peine de lire. La photocopieuse cliquetait à côté de moi, crachant des rapports dont personne ne se soucierait. J'ai regardé les pages atterrir, chacune témoignant de leur arrogance. Qu'ils célèbrent leur victoire. Qu'ils se pavanent sur scène et se proclament conquérants, car à la fin, lorsque les lumières se sont tamisées et que les caméras se sont détournées, ils ont appris la vérité à leurs dépens. On ne peut pas voler la couronne à l'homme qui a écrit les lois du royaume, et j'étais toujours la loi. Jeudi, j'ai reçu un appel d'Isidora Kerr, l'avocate spécialisée en contrats internationaux que j'avais rencontrée lors d'une conférence à Genève 3 ans plus tôt. C'était le genre d'avocate à déchiffrer les contrats comme des romans policiers, chaque clause étant un indice potentiel sur l'identité du tueur. Elle m'avait un jour sauvé la mise dans un litige maritime en trouvant une simple virgule mal placée qui avait annulé la réclamation d'un concurrent. Je lui faisais confiance car elle ne sourcillait jamais devant la complexité et disait toujours la vérité, même quand ça faisait mal. L'appel est arrivé à 7h45, alors que je sirotais mon café amer au distributeur près de mon bureau. L'écran de mon téléphone s'est illuminé de son nom et j'ai répondu à la première sonnerie. Un Marcus Vance, a-t-elle dit, d'une voix aussi précise que toujours lorsqu'il y avait un enjeu sérieux. Oui, ai-je répondu en m'efforçant d'être calme. Le bureau autour de moi s'éveillait, la voix de Bryce résonnant dans le couloir, le rire de Camilla quelque part près de la suite exécutive.
Mais cette conversation semblait être la seule chose sérieuse dans tout le bâtiment. Marcus, j'ai examiné le contrat Uravaget, la clause 47B, dit-elle. J'ai senti mon cœur bondir, comme un dormeur réveillé en sursaut. C'est hermétique, continua-t-elle. Juridiquement, c'est la clause de surveillance opérationnelle la plus solide que j'ai vue depuis des années. Une vague de soulagement m'a envahi, si forte que j'ai dû m'agripper au bord du bureau pour me stabiliser. Je savais qu'elle était solide. Après tout, je l'avais mal écrite. Mais l'entendre de la bouche d'Isidora l'a rendue réelle, m'en a donné une utilité. Ils ne l'ont pas lu, n'est-ce pas? Demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. Elle eut un petit rire sec. Cela me fit penser aux salles de conseil remplies de dirigeants désemparés. Marcus, ils ne l'ont même pas souligné, dit-elle, c'est Beringer qui l'a fait, bien que son équipe juridique l'ait signalé probablement 2 fois. Il sait exactement ce que cela signifie. J'ai fermé les yeux une seconde, imaginant le visage de Beringer, vif, pragmatique, un homme qui avait bâti son empire sur la méfiance envers quiconque avant qu'il ne fasse ses preuves. Il m'avait fait confiance, pas à Holston parce qu'il savait que je ne l'enterrerais pas sous des promesses inachevées. Alors, tu devrais savoir. Isidora a continué, le raccord est sur le point de voler. Ces mots m'ont frappé comme une décharge électrique. L'air était chargé, comme si une tempête s'approchait. Je me suis adossé à mon fauteuil, fixant les fissures du plafond, laissant son poids s'alourdir. L'accord que j'avais monté de toutes pièces, l'accord qu'ils avaient essayé de me voler, était sur le point de se transformer en bombe juridique. J'imaginais presque le visage de Bryce à l'annonce de la nouvelle, ce sourire suffisant, ses yeux hésitants, se précipitant vers Camilla pour la sauver. Elle ne pouvait pas donner. Adidora, ai-je dit lentement. J'ai besoin que tu sois prête à passer à l'action. S'ils tentent de faire passer le contrat sans moi, je veux m'assurer qu'ils en comprennent les conséquences. Marcus, répondit-elle d'une voix ferme, le contrat est à toi de le faire respecter. Holston ne peut pas finaliser l'affaire sans ta supervision. Peu importe le nombre de titres qu'il balance à Bryce. Tu en as les clés. J'ai laissé les mots tourner dans ma tête comme des billes dans un bocal. Je détiens les clés. Ce n'était pas de la vengeance. Je ressentais. C'était de la justice. Toutes ces années passées à faire passer Holston d'un fournisseur de taille moyenne à une puissance internationale. Toutes ces nuits où Camilla m'avait laissé ramasser les morceaux, pendant qu'elle courait après les investisseurs et les gros titres. C'était la récompense de chaque sacrifice. Beringer le sait, ajouta-t-elle. Il attend que tu bouges. Si tu te montres volontaire, il te soutiendra. Le nom de Beringer avait du poids. Sa voix dans le monde de l'aviation internationale était plus forte que celle de n'importe quel PDG, plus forte même que l'image de marque soigneusement élaborée de Camilla. S'il décidait que l'accord était invalide, sans moi, il s'effondrerait et les 1,25 milliard de dollars s'envoleraient comme de la fumée. Merci, Isidora, dis-je, sincère. Elle avait toujours été plus qu'une avocate. Elle me rappelait que le système pouvait fonctionner pour la bonne personne, que la connaissance pouvait être le tranchant qui coupe toute trahison. Je raccrochai et restai assis là un moment, les mains posées sur le bureau comme des ancres. Le bureau bourdonnait autour de moi, inconscient de la tempête qui allait éclater. Je repensais aux nuits passées dans les aéroports européens, les yeux rougis par le manque de sommeil, à réécrire des sections de ce contrat pour qu'il ne puisse être annulé par une seule signature. Je l'avais fait pour Hall, pour Camilla, et maintenant ils essayaient de m'effacer avec un sourire et un carton. Je tirais. J'ai sorti le dossier des contrats de mon sac et je l'ai ouvert, page 114, qui me fixait comme un vieil ami. Les mots étaient précis, chaque ligne témoignait de mon refus d'être jetable. La supervision opérationnelle restera sous la responsabilité de Marcus Vance. Toute réaffectation ou substitution de direction annule l'accord. Je l'ai lu 2 fois, laissant cette certitude s'incruster en moi. Il me croyait impuissant. Il pensait pouvoir rebattre les cartes et couronner Bryce roi. Mais le véritable pouvoir n'avait jamais résidé dans un titre. Il résidait dans l'architecture des accords que j'avais élaborés, dans les petits caractères que personne ne se souciait de lire. Une pensée m'a alors traversé l'esprit, aussi claire que le soleil du matin, ils avaient bâti leur empire sur mes épaules et oublié de vérifier les fondations. J'avais été l'architecte, le maçon, l'inspecteur, le foutu paysagiste, et ils avaient supposé que la maison tiendrait debout sans moi. Je me suis levé pour refermer le dossier d'un claquement de doigts,
ressentant la poussée d'adrénaline qui survient quand on réalise que la guerre est déjà gagnée et qu'il ne reste plus qu'à. Je regardais les murs de l'ennemi s'effondrer. J'ai rassemblé mes notes, chaque bribe d'information que j'avais récoltée ces derniers jours, chaque appel passé, chaque murmure entendu dans les couloirs. J'allais en faire une arme plus puissante que n'importe quelle dispute en salle de conseil. La vérité que le contrat brillant de Holston reposait sur ma signature, ma supervision, mon éthique de travail acharnée, et que je m'étais assuré que sans moi, il ne pourrait pas conclure l'affaire. L'image de Bryce arborant un jet privé pour se perdre me traversa l'esprit, billets de première classe, mallette personnalisée, les médias attendant à l'autre bout du fil pour le couronner nouveau roi. J'ai failli le provoquer, presque, car il ignorait que la porte serait verrouillée, que son badge ne serait pas scanné, qu'il serait l'homme tenant le flambeau à des funérailles auxquelles il ne pourrait même pas assister. J'ai attrapé mon téléphone et composé la ligne directe de Beringer. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix aussi calme et assurée que toujours. Marcus. Il a dit, j'attendais des nouvelles de toi, Beringer. Ai-je répondu d'une voix assurée. Je voulais t'assurer que la clause 47B est toujours valable. Toute tentative de transition de cet accord sans moi est vaine, et je suis prêt à la respecter. Il y eut un silence, puis il rit, d'un rire profond et satisfait qui portait le poids de décennies de bataille au conseil d'administration. Je savais que j'avais choisi la bonne personne, dit-il. Et il pensait pouvoir te remplacer par un enfant et un sourire, mais l'accord était entre tes mains, Marcus. Tu as tout mon soutien. J'ai raccroché et expiré. Le photocopieur vibrait derrière moi, l'écran vacillant d'innombrables rapports que personne ne lirait. Je n'avais pas besoin de les lire. J'avais ma preuve, mon influence, ma signature, et demain, lorsque les portes verrouillées sur le royaume de Bryce, tout et Camilla commenceraient à se fissurer, je serais celui qui détiendrait la seule clé qui compterait. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis permis de sourire, un vrai sourire, vif et dangereux, parce qu'ils m'avaient sous-estimé, et ce fut leur dernière erreur. Camilla avait toujours cru en des gestes grandioses. C'est pourquoi elle a envoyé Bryce en France pour gérer l'affaire postale, la transition, un billet en première classe, une mallette en cuir sur mesure, et même un départ en salon exécutif avec eau pétillante et flash. Comme s'il était une célébrité plutôt qu'une marionnette. Les gros titres le suivaient hors du pays. Un jeune visionnaire prend les choses en main. La nouvelle ère de Hall. Le génie stratégique de Bryce Caldwell. Chaque mot était comme un couteau. Mais je les ai laissés tout imprimés, les ai laissés célébrer son couronnement, car chaque pas qu'il faisait le rapprochait du piège que j'avais tendu de mes propres mains, caché dans les petits caractères. Ils avaient été trop occupés à sourire pour lire. Je l'imaginais dans ce siège de première classe, les jambes allongées, répétant probablement ses arguments et s'imaginant en nouveau roi du monde de l'aviation. Il avait passé des mois à charmer les journalistes, affichant ce sourire parfait à la moindre occasion. Je l'avais observé dans les salles de réunion, les mains jointes, juste comme il faut, la tête penchée à l'angle parfait. L'humilité pratiquée. Mais c'était ça, le truc. À propos de Bryce. Il était tout en posture, sans aucune assurance. Le vrai travail, les nuits tardives, les appels à 3 heures du matin à des fournisseurs sur le point de s'en aller, les vols d'urgence pour Munich pour régler un détail manqué. Il n'avait jamais rien fait de tout ça. C'était ma sueur sur les contrats, mon nom en petits caractères, mes empreintes digitales à chaque page. À 10h12, pour gagner du temps, Bryce est entré dans le siège de verre et d'acier d'Ura Aerospace, mallette à la main, coiffé comme s'il posait pour une publicité. Je connaissais l'heure exacte car Beringer m'avait envoyé un SMS lui-même. Il est là. Il avait écrit, mais son badge n'avait pas été scanné. Le sourire qui s'est alors dessiné sur mon visage m'a semblé être la justice même. Toutes ces années, je m'étais appris à rester calme, à sourire même quand on me crachait au visage. Mais là, c'était différent. C'était mon moment. Bryce a essayé le badge encore et encore, maudissant probablement le personnel technique. Inconscient de la véritable raison, la porte ne s'est pas ouverte. À 16h26, France Time, un email a laissé le service juridique de Urava avec une ligne d'objet, l'accord 47B suspende. Le message a frappé le système de Hall comme une bombe. J'imaginais Camilla dans son bureau de verre, le téléphone pressé contre son oreille, la voix tremblante, alors qu'elle réalisa que l'accord d'1 milliard de dollars qu'elle avait défilé comme un trophée était maintenant une maison de cartes en ruine, tout cela parce qu'elle n'avait pas pris la peine de lire le contrat que j'avais écrit. Mon téléphone a bourdonné une centaine de notifications,
certains d'officiers de conformité, certains de finance, mais la plupart des mêmes cadres qui avaient évité le contact visuel dans les couloirs. Ils voulaient des réponses. Maintenant, ils voulaient que je répare ce que Bryce et Camilla avaient cassé. Je me suis penché en arrière sur ma chaise bon marché derrière le copieur, la même chaise qui était devenue ma forteresse. Je sirotais mon café lentement, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. C'est pourquoi vous ne baissez jamais la garde. C'est pourquoi vous n'avez jamais donné votre pouvoir sans vous battre. J'avais passé trop de nuits avec ce contrat, red pain à la main, chasser chaque échappatoire pourrait nous laisser exposer. J'avais écrit la clause 47B pendant un moment, juste comme ça, de sorte que s'ils essayaient de me pousser, ils le paieraient. Ils ne l'avaient pas vu venir. Ils avaient été trop occupés à planifier leurs gros titres et à créer leur discours pour comprendre que les bases sur lesquelles ils se tenaient avaient été versées par moi et j'ai laissé la dynamite avec le fusible déjà éclairé. Les médias ne savaient pas encore, mais les emails internes étaient déjà effrénés. La conformité paniquait. Le légal pointait les doigts. Je pouvais presque entendre les cris de l'étage de l'exécutif, le son de la voix de Camilla s'élevant alors qu'elle demandait à savoir comment cela pourrait se produire. Bryce était toujours en France, se tenant probablement à l'extérieur des portes de verre avec son costume parfait et pas de chemin à l'intérieur. Cette image m'a donné plus de satisfaction que n'importe quel titre jamais pouvait. J'ai ouvert mon ordinateur portable et regardé les messages entrés. « Marcus, que se passe-t-il ? Marcus, pouvez-vous aider ? Marcus, c'est urgent, appelez-moi. » Mon nom était à nouveau partout. Les mêmes personnes qui m'ont traité comme un fantôme il y a 2 jours maintenant soyez leur sauveur. Je les laisse cuire parce que ce n'était pas une question de solution rapide. Il s'agissait de leur montrer ce que cela signifiait de sous-estimer l'homme qui avait construit l'entreprise qu'ils avaient essayé de voler. J'ai cliqué sur l'ouverture de l'email officiel de l'équipe juridique du Rava, mes yeux éclatant la langue familière. Conformément à la clause 47B, la surveillance opérationnelle reste sous Marcus Vance. Aucune réaffectation ou substitution de leadership sans son consentement. Résolution en attente, toute activité contractuelle est suspendue. Les mots étaient comme de la musique. Chaque ligne rappelait que j'avais été l'architecte de cette offre et que personne ne pouvait me déconnecter comme un bail de voiture d'occasion. J'ai appuyé sur la réponse et j'ai tapé « Je reviendrai ceci et répondrai avec un post officiel demain. » En attendant, je rappelle à tout le monde que la clause 47B est « Je reste le point de contact pour toute surveillance opérationnelle. » J'appuie sur Send, sentant la puissance se déposer dans ma poitrine comme un fil vivant. Je les laissais transpirer pendant la nuit, les laisse rejouer chaque fois qu'ils me faisaient un sourire narquois, chaque fois qu'ils me dépassaient dans le couloir sans coup d'œil, car demain ils reviendraient ramper et je déciderais de qui est rentré. Alors que le bureau bourdonnait de panique, je me suis penché en arrière et j'ai laissé le moment me laver. Les titres viendraient assez tôt, Alston Dylan Jopardy. La clause 47B interrompt le contrat de 1,25 milliard de dollars. Marcus Vance tient les clés. Et quand ils l'ont fait, Camilla et Bryce comprenaient enfin qu'ils n'avaient pas construit cet empire sur leur charme ou leur titre. Ils l'avaient construit sur la sueur d'un homme qui n'avait jamais cessé de se battre pour l'entreprise en laquelle il croyait, même lorsqu'elle lui a tourné le dos. J'ai pris une autre gorgée de mon café, le goût amer, un rappel que parfois la victoire n'était pas venue en fanfare. Parfois, il est venu avec la satisfaction tranquille de regarder la maison des cartes tomber, un sourire suffisant à la fois. Laisser Bryce profiter de son vol vers l'échec. Laisser Camilla se précipiter pour des réponses, parce que je n'étais pas assistant, j'étais l'architecte et ce n'était que des joueurs du jeu que j'avais déjà gagné. Le matin, la panique s'était propagée comme le feu sur l'exécutif sol. Je n'ai pas eu à être là-haut pour le voir. Je pouvais le sentir dans la façon dont les emails ont inondé, chacun de plus frénétique que le précédent. Le légal se précipitait, la conformité était en train de se précipiter. Et chacun d'entre eux cherchait quelqu'un à blâmer. Je me suis assis dans ma cabine, le bourdonnement du copieur comme la musique de fond du chaos ci-dessus. Mon téléphone a bourdonné d'appels. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé le nom défiler sur l'écran. Certains que d'autres qui m'avaient souri en glissant des couteaux dans le dos. Laissez-les transpirer. Qu'ils se souviennent que dans la jungle d'entreprise, l'homme qui contrôlait le contrat contrôlait le jeu. J'ai ouvert ma boîte de réception et trouvé un message d'un vieil ami à l'étage exécutif, Robert Adley, le directeur financier, un homme que j'avais sauvé une fois d'un appel trimestriel désastreux en travaillant toute la nuit pour réparer une fuite de revenus. Son message était simple, le blâme de Robert, Camilla le père.
Bryce a pleuré dans la chambre des hommes. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai laissé échapper un souffle lent et satisfait. Le fortress ils avaient construit sur les communiqués de presse et les interviews de magazines s'effondrait et je n'avais pas eu à soulever un seul doigt. Laissez simplement la clause 47B faire ce que je l'ai conçu pour faire. Mon téléphone sonna à nouveau, vibrant sur la surface collante de mon bureau. C'était Robert cette fois, son nom clignotant comme un SOS. Je l'ai laissé sonner parce que le pouvoir n'a pas répondu à la panique. Il a laissé la panique trouver son propre niveau. J'ai parcouru les derniers rapports de Bryce s'était vu refuser l'entrée dans l'établissement. L'équipe de Beringer avait publié une déclaration confirmant la surveillance opérationnelle reposait avec moi. Le visage de Camilla serré, était apparu sur la conférence téléphonique à l'équipe juridique du Rava, son sourire parti, ses yeux se faisant part comme un animal acculé. J'ai imaginé sa voix, généralement si calme et commandant, craquant sous le poids de sa propre arrogance. Un mémo de la conformité a frappé ma boîte de réception à 9h13. Marcus, nous devons de toute urgence discuter des implications de la clause 47B, veuillez conseiller. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai laissé la satisfaction se régaler. Ils voyaient enfin ce que j'ai essayé de leur dire tout au long. Les contrats n'étaient pas seulement des documents, c'était l'architecture et c'est moi qui avais construit les bases qu'ils avaient négligé d'inspecter. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de respect, ils m'ont nié lorsqu'ils ont dépouillé mon titre et ont remis le travail de ma vie à Bryce. J'ai pensé au jour que j'avais passé à marquer les détails de ce contrat, chaque détail à affiner et croiser avec Isidora. J'avais construit la clause 47B comme une forteresse, une dernière ligne de défense contre ce type de trahison. Maintenant, c'était debout, la seule chose qu'il ne pouvait pas parler. À 10h01, un membre du conseil d'administration a finalement pris la parole, Géraldine Chase, une femme que je connais depuis des années. Astuce, calculant, jamais voulu hacher les mots. Son message est apparu comme un court email officiel. Robert et Camilla ont mis en ligne Marcus parce qu'ils pensaient qu'il était trop puissant, pas parce qu'il a échoué. Je l'ai lu 3 fois, chaque mot, comme une lame tranchant à travers le brouillard du rotation des entreprises. Géraldine avait toujours vu la vérité, même lorsqu'elle a choisi de ne pas le dire. Son message était un signal, une reconnaissance silencieuse que le jeu avait changé. J'ai imaginé la salle de conférence puis Camilla à la tête de la table, les yeux lus par manque de sommeil, voix tremblante, alors qu'elle essayait de faire tourner un récit qui ne correspondait plus aux faits. Bryce s'est affalé à côté d'elle, le Golden Boy maintenant terni, les larmes séchant toujours de son moment dans la chambre des hommes. Et Robert, sa voix tendue, ses feuilles de calcul, inutiles face à la clause 47B. Ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient supposé que l'homme qui avait travaillé les week-ends, qui avait ramassé chaque appel abandonné et réparti chaque crise ne se glissait simplement sur sa cabine d'anglais se décolorerait dans l'obscurité. Mais j'avais toujours été plus qu'un titre. J'ai été l'architecte de leur succès et maintenant j'étais l'architecte de leur chute. J'ai répondu à l'email de Géraldine avec une seule ligne, merci vous pour avoir reconnu la vérité, parce que c'était l'arme la plus puissante que j'avais maintenant la vérité. Je n'avais pas besoin de se réjouir, je n'avais pas besoin de crier. Je laisserai le silence parler pour moi, laisse le poids de leurs propres décisions les entraîner. Le bavardage au bureau était différent maintenant. Les gens chuchotaient quand je suis décédé, leurs yeux s'éloignant quand je les ai regardés. Les stagiaires qui m'ont ignoré une fois étaient maintenant un peu plus droits, ne savant pas s'ils devaient sourire ou fuir. J'ai déplacé le bureau comme un fantôme qu'ils ne pouvaient pas rejeter parce que je me suis rendu indispensable. Et maintenant, ils commençaient à le voir. Je m'arrêtais à la fenêtre par le copieur, regardant les toits. J'avais combattu si fort pour construire chaque accord que j'avais conclu à chaque client que j'avais convaincu, chaque nuit blanche à passer des solutions à fabriquer à des problèmes que personne d'autre ne voulait toucher. Tout était là, gravé dans le verre et l'acier. Et maintenant, grâce à leur arrogance, ils étaient sur le point de regarder tout se pencher sur le bord. J'ai ressenti un scintillement de tristesse, puis une douleur momentanée pour l'équipe. Nous aurions pu être l'empire que nous aurions pu construire ensemble, s'ils ne me faisaient confiance qu'au lieu de me saper. Mais cela avait disparu maintenant et je l'avais accepté. Tout ce qui restait était le calcul. Lorsque midi est venu, j'ai rassemblé mes notes, le dossier du contrat avec la clause 47B a mis en évidence en jaune néon et passé le copieur jusqu'à l'ascenseur. J'ai fait le long trajet jusqu'à l'étage de l'exécutif. Chaque seconde qui coche comme un battement de tambour. Les portes s'ouvraient sur un silence de voix, l'attention si épaisse qu'elle ressemblait à la fumée. Je suis entré dans le pli,
elle à la main et j'ai fait une pause aux portes en verre de la salle de conférence principale. Camilla leva les yeux, ses yeux rouges mais provoquants. Bryce n'a pas rencontré mon regard. Robert m'a regardé comme un homme, espérant que je les sauverais d'eux-mêmes. Je suis entré dans la pièce et j'ai posé le dossier sur la table. L'article 47B les regarda comme un juge. Je n'ai pas parlé tout de suite. Je laisse le silence s'étirer, les laisse se tortiller, car le pouvoir n'avait pas besoin d'un microphone, il n'avait besoin que de la vérité. Et la vérité était que j'avais écrit la clause qu'ils avaient ignorée. J'avais construit l'accord qu'ils ont essayé de voler, et maintenant j'étais le seul à pouvoir les empêcher de tout perdre. Et dans ce silence, j'ai vu quelque chose que j'avais attendu des années à voir, la reconnaissance aux yeux de Camilla, le regard d'une reine qui avait réalisé que son royaume était construit sur la signature d'un seul homme. Et cet homme était moi. Vendredi 9h15, mon téléphone a sonné. J'avais regardé le dossier du contrat sur mon bureau, le point culminant au néon sur la clause 47B, brillant même dans la faible lumière du matin. La bague m'a surpris, nette et insistante. Je l'ai ramassée sans vérifier l'idée de l'appelant « Marcus Vance », dis-je, en gardant mon ton mesuré. J'avais appris que dans ce monde, le sang-froid était de la monnaie. Marcus, c'est Jonah Patel. Sa voix avait cette urgence calme. J'avais toujours respecté Jonah d'Avnex Global, la puissance internationale qui avait essayé de m'attirer des mois il y a des promesses d'autorité, des ressources et le plus tentant de tout respect. Je me penchai en arrière, berçant le téléphone contre mon épaule. Jonas, dis-je, comme si ce n'était qu'un autre appel du vendredi. Mais mon cœur s'est accéléré. Avnex était les grandes ligues. La Wolston avait toujours été un champ de bataille d'ego et de couteaux cachés, Avnex a joué le jeu à un niveau supérieur et ils m'ont offert une chance de construire quelque chose de vraiment le mien. Nous vous avons fait une offre il y a des mois, a-t-il dit, et je pouvais presque voir son expression, un mélange de calcul et un soupçon de camaraderie. Il avait toujours su que j'étais la clé et je ne savais pas comment utiliser. Je me souviens que j'ai dit, gardant ma voix même, mais à l'intérieur d'une étincelle évasée. Cette offre avait été tentante, mais à l'époque, je croyais toujours que je pouvais changer Wolston de l'intérieur. Maintenant, je savais mieux. La voix de Jonah a chuté, comme elle le fait lorsqu'un homme veut vous assurer d'entendre le poids derrière les mots. Nous aimerions le doubler. Mon souffle a pris, mais je ne l'ai pas laissé entendre. Double-le. Ce n'était pas seulement une offre, c'était une déclaration, une pleine autorité. Il a poursuivi, votre propre équipe et autre chose. Il s'arrêta, laissant le silence aiguiser le bord de ses prochains mots. Beringer vous a demandé personnellement. Il a déclaré, nous ne traitons pas avec les marques, nous traitons avec les constructeurs. Les mots m'ont frappé avec la force d'un train de marchandises. Beringer, l'homme qui m'a fait confiance dans ce Paris Café, qui avait signé la clause 47B sans cligner des yeux, voulait moi, pas Wolston, pas Camilla moi, parce qu'il savait que les accords n'étaient pas ancrés par des titres ou des slogans d'entreprise. Ils ont été construits par la stratégie de sueur et le type de conduite incessante qui ne pouvait pas être truqué dans une présentation de salle de conférence. Je laisse le silence s'étendre un instant, assez pour que Jonas se demande si je pesais ses mots. La vérité était que je savais depuis des jours que cet appel viendrait. J'avais su, au moment où Beringer a refusé de laisser Bryce à traverser la porte, que la dynamique de puissance avait changé. Camilla et Bryce avaient joué le jeu des apparences. J'avais joué au jeu de substance, et la substance a toujours gagné, même si cela a pris du temps. J'apprécie l'offre, ai-je dit attentivement, mais je ne viens pas à moins d'avoir le pouvoir de construire cela de la bonne façon. Pas de micro-gestion, pas de politique de salle de conférence. Je veux une surveillance, un leadership à cycle complet et le droit d'embaucher ma propre équipe. Mon cœur battait plus vite, mais j'ai gardé ma voix calme. C'était mon moment et je ne laisserai pas le poids de celui-ci glisser à travers mes doigts. Jonah n'a pas hésité, Marcus, vous l'avez, a-t-il dit, son ton décisif, le leadership à cycle complet, vos propres embauches, l'autonomie opérationnelle. Binger a déjà signé dessus. J'ai fermé les yeux pendant une seconde, laissant le moment s'enfoncer. C'était ce que chaque nuit, chaque vol de Rodeille, chaque négociation sans sommeil avait conduit, pas une rétrogradation dans une cabine de coin, pas un titre volé, ceci, ma propre équipe, mon propre empire. Ensuite fermé lundi, je pouvais pratiquement entendre le sourire de Jonah. Dollar traite mon nom sur chaque ligne de signature. La légèreté dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des semaines, peut-être des mois.
J'ai regardé autour de la cabine, le bureau collant, le copieur cliquetier, et pour la première fois je ne ressentais pas de colère, juste de la clarté. Holston m'avait appris tout ce que je savais sur les accords de construction, de lutter pour le respect dans un monde qui ne l'a pas distribué librement, mais il m'avait également appris que la loyauté était une rue à sens unique, si vous le laissez. Ils confondaient mon dévouement à la faiblesse et c'était leur plus grande erreur. J'ai rassemblé mes notes, le dossier du contrat, mon téléphone. Je leur laisserai le copieur, je les laisse garder le bureau du coin. Cela ne signifiait plus rien, car le pouvoir n'était pas dans une plaque de nom ou un bureau de fantaisie. C'était dans les relations que j'avais établies, le respect que j'avais gagné et la clause qu'ils n'avaient jamais vu venir. L'article 47B avait été ma bouée de sauvetage, mais maintenant c'était ma clé pour l'avenir. Je suis passé devant le copieur, devant les stagiaires qui m'ont regardé comme si j'avais grandi des ailes, devant les managers qui avaient une fois souri poliment en complotant ma disparition. Laissez-les regarder. Qu'ils se souviennent que l'homme qu'ils ont rétrogradé était l'homme qui les avait sauvés d'eux-mêmes plus de fois qu'ils ne pouvaient compter, et maintenant il partait avec l'accord qu'ils pensaient être le leur dans sa poche. Alors que je suis entré dans l'ascenseur, j'ai senti à nouveau mon téléphone bourdonner, un texte de Camilla où pouvons-nous parler ? Il lisait. Je l'ai regardé un instant, mon pouce planant sur le bouton de réponse. J'ai pensé aux années que nous avions passées à construire Holston, les nuits que je l'avais transporté par la crise, les moments où je suis resté debout des contrats de réécriture pendant qu'elle courtisait les investisseurs avec son sourire, j'ai pensé à la façon dont elle me regardait le jour où elle m'a rétrogradé. Comme si j'étais un obstacle à passer pour atteindre son trône. J'ai pensé à la façon dont elle avait remis mon héritage à Bryce. Sans clignoter, j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai glissé dans ma poche parce que Power n'a pas discuté, il est passé à autre chose. Je suis sorti du bâtiment, le matin, le soleil brillant sur mon visage, la ville fredonnant avec possibilité. J'étais fait d'être l'homme dans les coulisses, fait d'attendre le respect que j'avais gagné. J'avais mon avenir maintenant, mon équipe, mon autorité, mon nom en haut de la dame au large de Holston derrière, parce que je n'étais pas une aide dans sa tête et cette fois j'ai construit le royaume moi-même. J'ai pris une profonde inspiration, l'air croustillant et propre, et je me suis avancé, laissant le copieur, la cabine et les fantômes. J'étais Marcus Vance et j'étais enfin libre d'être l'homme qu'ils avaient été trop aveugles pour voir. 2 semaines plus tard, je me suis assis dans la salle de réunion de Manhattan d'Avanex, la lumière du soleil coulant par les fenêtres du sol jusqu'au plafond comme un projecteur sur le futur. L'air sentait les chaises en cuir, le café fraîchement préparé et le potentiel propre et non farouillé qui ne vient que lorsque vous connaissez votre valeur. J'avais une épingle à la main, un stylo de fontaine exécutive, poids, chair, le genre qui a laissé une marque que vous ne pouviez pas effacer. Devant moi se trouvait le contrat révisé pour l'accord Uravaget, un contrat qui portait la marque de chaque nuit blanche. J'avais passé à façonner ses clauses et ses balles vulnérabilités. La figure en bas de la page, 1,25 milliard de dollars, brillait comme un trophée. Mais ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était la ligne qui lisait de la surveillance exécutive, Marcus Vance, aucune substitution autorisée. Je l'ai lu 2 fois, laissant chaque syllabe s'enfoncer. Pourrais m'enterrer avec une cabine derrière un copieur en cliquetis. Je pouvais sentir leur anticipation, la façon dont ils se penchaient, comme si ma signature invoquerait l'avion même du sol. J'ai jeté un coup d'œil à Jonah Patel, assise en face de moi, les mains pliées, comme un homme qui connaissait déjà la réponse. Il m'a défendu dès le premier jour, se battant pour l'accord, même lorsque son propre conseil d'administration s'était si mal demandé pourquoi nous avions besoin de Marcus Vance. Mais Beringer avait été la vraie poussée. Il avait clairement indiqué à Avanex que cet accord n'était pas avec Holston, n'était pas avec la machine marketing de Camilla. C'était avec moi. Et quand Beringer a parlé, les gens ont écouté. Prenez votre temps, a déclaré Marcus Jonas, sa voix calme mais portant un courant d'urgence. C'est votre héritage maintenant et votre avenir. J'ai regardé autour des dirigeants de la table et des costumes sur mesure, chacun pesant ses propres ambitions contre la marée du changement que j'avais apporté avec moi. Ils n'étaient pas habitués à des hommes comme moi, des hommes qui ne faisaient pas de politique avec des sourires et des dîners, mais ont plutôt construit des empires avec une diligence calme, diligence et implacable. J'ai décapé le stylo et placé la pointe contre le papier. Ma main ne tremblait pas. C'était comme le point culminant de chaque nuit tardive, chaque vol croisé, chaque accord que j'avais retiré du bout de pied. J'ai écrit mon nom dans un script délibéré et mesuré, Marcus Vance. Et comme l'encre séchait, les dernières traces de l'homme ont également essayé d'enterrer derrière ce copieur.
Cet homme était parti. À sa place se trouvait l'architecte de la plus grande affaire de Holston et maintenant le joyau de la couronne d'Avnex. À 10h30, le communiqué de presse a été mis en ligne. J'ai regardé l'assistant de Jonah appuyer sur le bouton d'envoi, les yeux écarquillés, comme si c'était plus qu'un communiqué de presse. C'était la fin d'une époque au début de la mienne. J'ai imaginé le moment où Camilla l'a vu, son téléphone bourdonnant, au milieu d'un investisseur l'appel le sourire en train de lire le titre « Avnex Global sécurise la surveillance exclusive de l'accord de jet d'Urava sous Marcus Vance mon nom, mes conditions, aucune substitution ». L'accord qu'il pensait qu'il m'avait volé avait bouclé la boucle, et maintenant c'était à moi. Intouchable, Bryce ne montrerait plus jamais son visage. Je l'ai imaginé quelque part dans son condo trop cher, sa mallette personnalisée recueillant de la poussière dans un coin, les gros titres de son brillant avenir remplacés par le silence. Je n'avais pas besoin de lui entendre. Son séjour au soleil avait duré aussi longtemps que les applaudissements et maintenant les projecteurs s'étaient déplacés. Je n'ai pas entendu non plus de Camilla, pas au début, mais plus tard. Cet après-midi, alors que je passais en revue la première vague de mails de félicitations de chefs de file de l'industrie et de fournisseurs avec qui je travaillais pendant des années, mon téléphone a bourdonné d'un message qui m'a fait faire une pause. « Pouvons-nous parler ?» C'était tout ce qu'il disait. Pas d'excuses, pas d'explications, seulement 3 mots. Je les ai regardés pendant un long moment, ressentant un mélange de pitié et de dédain. Elle avait toujours su comment poser la bonne question quand cela lui convenait, mais le moment des questions était passé. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Parce que le pouvoir n'a pas négocié avec le passé. Il a signé ses propres contrats et a progressé. Je me penchai en arrière sur ma chaise, laissant la satisfaction s'installer profondément dans mes os. C'était ce que ressentait la victoire, pas une ovation debout ou un toast au champagne, mais la connaissance silencieuse que j'avais joué au long jeu et gagné selon mes conditions. La salle de conférence autour de moi fredonnait d'énergie. L'équipe d'Avnex parlait déjà d'expansion, de nouveaux contrats, de nouvelles alliances, de la croissance mondiale, et au centre de tout cela était mon nom gravé dans la pierre, une signature qui ne pouvait pas être effacée. J'ai pensé à Holston, puis au bureau que j'avais laissé derrière, aux gens qui pensaient pouvoir me remplacer par une version plus jeune et plus flashy. J'ai imaginé le bureau du coin vide, le copieur cliquetis, les stagiaires qui avaient appris à éviter leurs yeux lorsque je suis passé. Je ne ressentais pas de rage. J'ai ressenti une restauration, car chaque empire qui s'effondre laisse derrière un plan, et j'avais pris le mien et construit quelque chose de plus fort. Je me tenais lisser les revers de mon costume, sentant les yeux de l'équipe d'Avnex sur moi. Merci à tous, ai-je dit, ma voix, portant le poids de chaque nuit silencieuse que j'avais passée à me battre pour ce moment. Assurons-nous que Urava sait qu'ils ont fait le bon choix. Jonah sourit, un véritable sourire. Cela dit, il savait que je voulais dire chaque mot, parce que c'était la différence entre moi et tous les autres cadres qui s'étaient assis à cette table. Je n'ai pas signé de transactions pour faire la une des journaux. Je les ai signés pour construire des héritages. Alors que la réunion a ajourné, je suis entré dans le couloir, les murs en verre de la salle de conférence reflétant un homme que je reconnaissais à peine. Fini la liaison adjointe. Fini l'homme qui avait été rétrogradé sans coup d'œil. À sa place se tenait Marcus Vance, directeur mondial. Mon nom dans la police qui comptait le plus, ma signature sur l'accord qui a tout changé et les connaissances que personne ne pouvait me reprendre. Je suis sorti dans la lumière du soleil de Manhattan, la ville fredonnant avec son propre rythme. J'ai pensé aux années à venir, aux contrats attendant d'être négociés, les équipes attendant d'être construites. J'ai pensé à l'héritage que je laisserais derrière moi, non pas comme l'homme derrière le copieur, mais en tant qu'architecte d'accord qui survivrait au gros titre. Et pendant que je traversais la rue, j'ai senti le poids de mon ancienne vie s'échapper, car je ne signalais plus de contrat. Je signais mon nom en pierre, et c'était le genre de victoire que personne ne pouvait emporter. 3 mois plus tard, je suis entré dans le nouveau siège social d'Avnex à DC avec un sentiment d'autorité silencieuse qu'aucun titre ne pouvait conférer et qu'aucun bureau d'angle ne pouvait contenir. Le bâtiment a augmenté comme un monument à la possibilité, au verre, à l'acier et le bourdonnement de l'ambition. Mon nom a été gravé sur la porte principale de la salle de conférence dans le lettrage en or, l'officier mondial, Marcus Vance. Je m'arrêtai un instant, laissant le poids de ce nom couler dans l'aboutissement de chaque vol redeil, chaque contrat de réécriture nocturne blanche, chaque trahison que j'avais endurée et transformée en carburant. J'avais quitté Holston dans le rétroviseur, mais ces leçons sont restées. Ce matin-là,
Alstom Aerodyn venait d'annoncer 200 licenciements et la démission de Robert Adley. Les nouvelles se sont répandues comme des incendies de forêt sur les blogs de l'industrie, le bavardage des analystes bourdonnant de spéculations sur l'avenir de l'entreprise. Le petit ami de Camilla, Bryce Caldwell, l'homme qu'ils avaient couronné King à ma place, avait été tranquillement réaffecté à un rôle dans le soutien aux ventes. Je ne me réchauffais pas. Je n'en avais pas besoin. La maison des cartes qu'ils avaient construite sur ma fondation s'était effondrée seule. Je suis entré dans mon bureau, un espace élégant, moderne mais ancré. Pas de manifestation criarde de richesse ou de puissance, juste des lignes propres et la confiance tranquille d'un homme qui avait gagné sa place. Les murs contenaient des photos encadrées d'avions. J'avais aidé à commercialiser une carte avec des épingles rouges marquant chaque ville. J'avais négocié dans chaque contrat que j'avais signé. Il ne s'agissait pas de trophées ou de gros titres. Il s'agissait de l'héritage, mon héritage, et je le construisais de mes propres mains. Je me suis assis à mon bureau et j'ai remonté le dernier rapport sur le projet Uravaget, maintenant officiellement sous ma surveillance, tout comme la clause 47B avait toujours prévu. Chaque étape, chaque défi, chaque triomphe, mon équipe m'a rapporté directement. Les ingénieurs qui avaient autrefois craint la politique des entreprises travaillaient maintenant avec une clarté de but, sachant que j'avais le dos. Les équipes d'approvisionnement, qui avaient déjà été rejetées par des dirigeants désemparés, avaient maintenant un leader qui comprenait leurs valeurs. J'ai lu avec soin le rapport, en prenant des notes dans les marges. Aucun détail n'était trop petit pour compter. C'est ce qui m'avait distingué à Alstom et ce qui m'avait finalement amené ici. Un coup retentit à ma porte. J'ai levé les yeux pour voir Jonah Patel, son visage allumé avec cette satisfaction tranquille qui vient de voir un plan exécuté parfaitement. Il avait joué un rôle déterminant pour me faire venir ici, mais il avait également su quand se retirer et me laisser diriger. Ce respect a été plus profond que n'importe quel contrat, Marcus. Dit-il, entrant à l'intérieur et fermant la porte derrière lui. Je pensais que tu aimerais savoir. Le conseil d'administration de Hall vient d'annoncer un audit externe. Les investisseurs tournent comme des requins. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, la nouvelle s'installant comme une dernière marque de ponctuation sur une histoire qui avait commencé la journée. Camilla a essayé de m'effacer. Ils ont construit leur empire sur un mensonge, dis-je, voix calme. Même tôt ou tard, il allait s'effondrer. Jonah hocha la tête, ses yeux tranchants. Et vous êtes l'homme qui a conclu l'accord qu'ils ont essayé de voler. Urava est entièrement à bord. L'équipe de Bécher ne pouvait pas être plus heureuse. Chaque conversation qu'ils ont sur ce projet commence par votre nom. Vous avez fait plus que de récupérer votre réputation, Marcus. Vous l'avez définie. J'ai laissé cela pénétrer parce que c'était vrai que j'avais passé des années à me battre pour être reconnu non seulement comme un bon négociateur, mais en tant que constructeur, quelqu'un qui n'a pas seulement conclu des offres mais qui les rendait incassables. À Alstom, ils avaient pris cela pour acquis. À Avnex, ils en avaient fait la pierre angulaire de leur avenir. Merci, Jonas, dis-je, debout pour lui serrer la main. Pour tout, vous avez pris un risque sur moi et je ne l'oublierai pas. Il sourit, une véritable chaleur dans ses yeux. Vous n'aviez pas besoin de chance, Marcus. Vous aviez juste besoin d'un endroit qui a vu ce que vous valez vraiment. Il s'est tourné pour partir, mais j'ai fait une pause à la porte. J'ai presque oublié que Camilla a appelé la presse en essayant de faire tourner sa sortie comme un pivot stratégique. Deal. Alstom, à propos des nuits tardives, Camilla avait dépensé des investisseurs charmants pendant que j'avais resté des contrats de rédaction. Personne n'a pris la peine de lire. Le jour où elle avait remis mon travail à Bryce sans une seconde pensée au sourire narquois sur son visage quand il m'a dit qu'il prenait des choses dans une nouvelle direction. Ce sourire narquois était parti maintenant, tout comme lui. Mon téléphone a bourdonné sur le bureau, un SMS d'un vieux collègue toujours piégé à Alstom. Il l'appelle l'effet Vance. Même les auditeurs savent que vous étiez l'épine dorsale de l'accord URA. J'aimerais être ici pour les voir se bousculer. J'ai souri, pas un sourire de triomphe ou de vengeance, mais de satisfaction tranquille, car il m'avait sous-estimé. Il pensait qu'il pouvait m'effacer, mais il m'avait seulement appris à construire mon propre royaume, et maintenant il était plus haut que n'importe quelle tour qu'ils avaient jamais osé imaginer. Je me suis retourné à mon bureau, j'ai remonté le prochain projet sur mon écran et j'ai commencé à planifier, parce que c'est ce que font les constructeurs, ils avancent, ils créent, ils définissent l'avenir à leurs propres conditions. Et moi avait beaucoup d'avenir à droite.